Bonjour à toutes et à tous. Il est 8h30 et donc c'est l'heure de démarrer ce webinaire. C'est le cinquième webinaire d'Apsys, organisé par Apsys, et avec ce rappel de dire que le logement social est une vraie chance pour les territoires. Et particulièrement, aujourd'hui, nous allons traiter du thème d'accompagner le vieillissement. C'est aussi un des rôles des bailleurs sociaux sur le territoire, et donc une chance, là aussi, qui est donnée à ces territoires d'apporter une réponse. Donc, je suis Isabelle Rueff, je suis directrice générale de Alpiser Habitat et également présidente d'Apsys, l'association des bailleurs sociaux. Et donc, quelques mots peut-être sur la question du vieillissement. En tout cas, l'impression que c'est une question qui intéresse, puisque vous avez été très, très nombreux à vous inscrire. On a plutôt battu les records d'inscription. Et aussi vous dire qu'il y aura euh, deux webinaires consacrés au sujet, puisque on a beaucoup de types de réponses. Les bailleurs sociaux qu'on peut apporter, il nous a semblé important de les détailler dans deux webinaires. Euh, Nous pouvons apporter trois types de réponses pour répondre à l'accompagnement du vieillissement. La première, c'est évidemment l'offre nouvelle. Dans l'habitat familial, il s'agit de créer des logements qui soient bien adaptés, ou en créant ce qu'on appelle dans notre jargon l'habitat spécifique. L'habitat spécifique, c'est tout ce qui n'est pas logement familial, donc ce qu'on appelait autrefois les foyers, et qui maintenant prennent divers noms selon le public auquel ils s'adressent. Voilà. Et donc, c'est le premier aspect de la réponse que nous pouvons apporter. Nous avons aussi une réponse par l'adaptation du parc existant. Il s'agit de rendre accessible souvent un parc qui n'est pas accessible, des logements, de les adapter au type de difficultés que peuvent rencontrer les personnes en vieillissant. Et puis également la réponse par le développement de services pour les personnes âgées. Donc, pour garder ce format, nous consacrerons deux webinaires. Et donc, le 1er juin, un deuxième webinaire qui sera sur la question du bien vieillir en logement social, et donc traiter à travers aussi bien les produits et les services offerts par les bailleurs sociaux dans le logement social traditionnel. Un petit rappel également, l'importance du sujet. Je crois que l'actualité a bien montré l'intérêt d'avoir une maîtrise publique de l'habitat des personnes âgées. Je ne vais pas faire d'allusion à l'actualité très très récente sur la question, mais je pense que tout le monde aura compris. Et donc, c'est important que les bailleurs sociaux puissent contribuer à cette maîtrise publique de l'habitat des personnes âgées par la construction de logements foyers. C'est ce qu'on faisait autrefois. Maintenant, ce sont des EHPAD, des résidences autonomie. Et donc, en jouant pleinement leur rôle de maître d'ouvrage, en restant propriétaire, en travaillant avec les gestionnaires contrôlés, ce sont des solutions que nous espérons rassurantes aux personnes âgées du territoire. Alors peut-être avant de présenter les intervenants, je vous propose de retrouver une petite vidéo qui va s'efforcer d'illustrer la question de l'habitat spécifique en images.
Voilà en quelques images les réalisations des bailleurs. Alors j'ai vu arriver quelques messages de personnes qui nous disaient qu'ils n'avaient pas accès aux images. Il s'agit essentiellement d'illustrer l'action des bailleurs sociaux de l'Isère en matière de production d'offres nouvelles en direction des personnes âgées, donc qu'il s'agisse de l'intégration dans le paysage, qu'il s'agisse de logements, de salles de convivialité, d'accessibilité et puis de la diversification des produits que nous proposons. La vidéo sera sans doute disponible quand vous aurez accès aussi au lien. Voilà. Un rappel, quelques chiffres. 6 000 chambres en foyer hein, pour les bailleurs sociaux de l'Isère. C'est le seul chiffre que je vais pouvoir vous donner parce que finalement, cette activité-là, elle est relativement peu suivie et peut-être que c'est un symptôme. Et donc, il faudra peut-être qu'on l'évoque à un moment sur le fait que ça n'est pas notre métier, on va dire, de base, les bailleurs sociaux. En tout cas, ce n'est pas identifié comme tel. Et du coup, il y a relativement peu de données disponibles sur cette offre que nous proposons au territoire. Donc, je vous donne le chiffre de 6 000. Là encore, pour illustrer cette absence de chiffres et peut-être parfois cette absence d'intérêt, en tout cas pour les réalisations des bailleurs sociaux en la matière, c'est que le fait que ce chiffre de logements de chambres en foyer ne compte pas dans le seuil qui était prévu par la loi Elan, vous savez, qui impose à tous les bailleurs sociaux d'avoir un patrimoine supérieur à 12 000 logements. Les foyers n'étaient pas pris en compte dans cette offre. Donc voilà, c'est peut-être symptomatique en tout cas du manque d'appréhension qu'ont les pouvoirs publics de l'importance de cette action des bailleurs sociaux en matière de logement. Nous faisons évidemment principalement du logement familial, mais nous faisons également d'autres types d'habitat et c'est important de le souligner aussi. Nous allons passer à la première partie de ce webinaire et je vais passer la parole à des intervenants. Donc nous avons Samuel Thirion, bonjour Samuel, qui est directeur du développement et de la stratégie patrimoniale à la Société dauphinoise pour l'habitat, et Stéphane Emery, bonjour Stéphane, qui est le responsable du service montage d'opérations à Actis. Et donc le thème de cette première partie, c'est le bailleur social constructeur de solutions pour les collectivités locales. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et que nous nous efforcerons d'apporter les réponses soit en séance, soit après. Merci Isabelle, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Samuel Thirion, comme l'a dit Isabelle, je suis directeur du développement et de la stratégie patrimoniale à la SDH. Pour commencer, il nous semblait important donc, de rappeler les enjeux et le contexte dans lequel donc, ces projets d'habitat spécifique neufs se réalisent. Le principal enjeu est bien évidemment de répondre à des besoins spécifiques des territoires en direction des personnes âgées. L'initiative du lancement de ces projets d'habitat spécifique peuvent être multiples. Ça peut être soit l'initiative d'un gestionnaire, soit d'une collectivité locale. Ça peut également être un appel à projet de l'ARS, du département, etc. Il n'y a pas forcément de règles en la matière. La plupart du temps, quelle que soit l'initiative de ce projet, un portage politique est souvent nécessaire, malgré tout, pour l'appui sur les financements spécifiques liés à cette opération. On y viendra un petit peu tout à l'heure dans la présentation, mais aussi parfois pour appuyer la création de lits lorsqu'on est en résidence autonomie ou en EHPAD. Alors, mis à part ce portage politique pour les aspects que j'ai évoqués, le lien avec les collectivités locales pour développer ces produits d'habitat spécifique reste globalement similaire à un partenariat sur une opération de logement classique, c'est-à-dire que le bailleur social va travailler avec la collectivité locale les aspects urbanistiques du projet, le permis de construire, les éventuelles réunions publiques qui peuvent avoir lieu sur le territoire pour la conception de ce projet. Après, la seule petite particularité qu'il peut y avoir, en lien également avec la collectivité locale, c'est lorsque l'établissement bénéficie d'une zone classée ERP, donc établissement recevant du public, ce qui peut être le cas sur
notamment sur les EHPAD, eh ben, il y a une commission d'ouverture sécurité incendie à prévoir pour l'ouverture du nouvel établissement en lien avec la collectivité locale. En matière de produits déployés par les bailleurs sociaux, ils peuvent être multiples et souvent dépendant en fait du niveau d'autonomie des futurs résidents. On peut citer à titre d'exemple donc des résidences seniors associées à des services, des résidences autonomie et des EHPAD. Les bailleurs sociaux, dans le prolongement de ce qu'a pu dire Isabelle Rueff dans l'introduction, ont notamment la capacité de porter l'investissement et le risque. On y viendra un petit peu tout à l'heure avec quelques éléments financiers sur donc, les investissements nécessaires à la réalisation de ces opérations qui sont quand même substantielles. Et les bailleurs sociaux ont notamment cette capacité-là de pouvoir donc investir et porter le risque sur une période relativement longue de la réalisation de ces établissements. En moyenne, sur Apsis et les bailleurs sociaux donc, qui composent Apsis en Isère, on va dire que, c'est une moyenne, le rythme de réalisation de ces établissements spécifiques est d'environ un établissement tous les 2 ou 3 ans par bailleur. Il nous semble aussi important, c'est ce qui apparaît sur la slide, de rappeler l'importance pour les bailleurs sociaux de s'associer à des gestionnaires, des futurs gestionnaires solides pour assurer la pérennité d'exploitation des structures. Cette notion de partenariat renvoie donc à la notion de confiance et de capacité des différents partenaires à remplir leur mission jusqu'au bout et dans des bonnes conditions. C'est donc pour cela que le bailleur sera vigilant donc à la solidité du gestionnaire avec qui il va s'engager donc sur un temps relativement long pour réaliser le projet. Stéphane va maintenant vous présenter un petit peu plus en détail justement la façon dont se concrétisent ces partenariats entre notamment le bailleur et le gestionnaire. Oui, bonjour à tous, merci Samuel. Effectivement, comme on vient de l'évoquer, Samuel, c'est des projets qui se mènent, en partenariat entre le bailleur social et le futur gestionnaire de ces résidences, avec chacun un rôle bien défini et donc le bailleur, lui, aura son rôle de propriétaire. Il va porter l'investissement de l'opération. Il va en assurer la maîtrise d'ouvrage, pour la construction, comme sur toutes nos opérations de logements familiaux classiques. La différence qu'on retrouve ici par rapport à une opération de logement social, familial, c'est que le bailleur social ne va pas, assurer la gestion du bâtiment, mais il va en confier l'exploitation à un gestionnaire à partir de la livraison du bâtiment. Et en contrepartie, ce gestionnaire, lui, va verser une redevance au bailleur pour venir, couvrir ses investissements. On en reparlera un petit peu plus tard. C'est donc à ce titre et dans ce cadre de ce partenariat que le gestionnaire va être associé très tôt dans les phases de conception du projet et on va, établir entre les 2 partenaires plusieurs éléments qui viendront cadrer ce partenariat. Le premier qui va être établi et signé entre le bailleur et le gestionnaire, c'est ce qu'on appelle une convention d'études et de partenariat. C'est cette convention qui va poser le cadre du projet, le contexte dans lequel, on s'inscrit, le type d'hébergement qu'on va développer, le nombre de chambres, un planning, un coût prévisionnel, enfin voilà les grandes lignes du futur projet et ce document, il va être aussi là pour définir le rôle de chacun. C'est-à-dire comment on travaille, comment on conduit les études ensemble, comment, chacun valide pour sa partie les différentes phases d'études et ça jusqu'au moment où on va, être en phase de démarrage de la construction. Dans cette convention d'études et partenariats, on va aussi, marquer l'engagement financier de chacun des partenaires, c'est-à-dire notamment de se dire, bah, si le projet ne va pas à son terme, comment on se répartit ensemble les dépenses qu'on aurait pu avoir au niveau des études. Une fois qu'on a passé cette phase de conception et d'étude, on va engager les travaux et là encore, on va signer un nouveau document qui va acter la suite du partenariat. C'est ce qu'on appelle la convention de gestion et d'occupation. Encore une fois, c'est une convention qui est là pour poser le rôle de chacun des partenaires et par contre, c'est ce qui va régir le fonctionnement à l'issue de la livraison du bâtiment et pour toute la durée de son exploitation. C'est notamment là où on va fixer de façon définitive les éléments financiers, comme la redevance qu'on évoquait tout à l'heure, ou encore les engagements
engagements et les obligations de chacun en termes d'entretien. Là encore, on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Je vais repasser peut-être la parole à Samuel pour vous, voilà, qu'il puisse se présenter à travers 2 exemples concrets les éléments de financement de ce type de projet. Ouais, merci Stéphane. Donc effectivement, premier exemple, donc c'est un EHPAD qu'on a vu apparaître dans la vidéo de présentation d'introduction pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir la visualiser. Donc c'est l'EHPAD de la Maison des Anciens Échirolles qui est géré par l'ACPPA. Donc cet EHPAD comprend 11 chambres qui a été livré donc en 2019. L'investissement total pour réaliser cette opération s'élève à 13 millions d'euros TTC, donc on voit que c'est quand même des sommes substantielles. Si on fait quelques ratios qui sont présentés sur la slide, on voit qu'on est quasiment à 120 000 euros par chambre de coût d'investissement, de prix de revient, et surtout 5 850 euros par mètre carré de surface habitable. Donc là, on voit, pour ceux qui ont peut-être l'habitude de manier ces chiffres, qu'on est quasiment au double, voire plus du double, du prix au mètre carré de CHAB d'un logement familial classique. Et ça s'explique notamment parce que ce type d'établissement développe beaucoup de parties communes, d'espaces spécifiques avec des usages dédiés donc, à ces types d'établissements. Et donc, quand on fait uniquement le ratio aux CHAB qui sont donc notamment déployés dans les chambres, ben, ça contribue à avoir un ratio très élevé puisqu'on a quasiment autant de parties communes que de surface de chambres. Donc voilà, donc c'est des investissements importants et non négligeables avec un certain nombre d'équipements, de surfaces, etc. Au niveau du plan de financement donc, de cet exemple, donc c'est sur la slide suivante, si on peut la passer, voilà, merci. Mais on voit, donc ces 13 millions d'euros, comment ils sont financés. On voit que principalement, à hauteur de 70%, ils sont financés par des prêts. Et donc, le prêt, ça renvoie au bailleur, puisque c'est le bailleur qui souscrit le prêt et qui va porter, donc, quand je parlais de risque dans mon propos de tout à l'heure, c'est notamment le bailleur donc, qui va porter l'amortissement et le remboursement de ses emprunts, donc entre 40 et 50 ans, qui représente donc 70% donc, du plan de financement de cet exemple qui est relativement représentatif d'un plan de financement classique d'un EHPAD. Et ensuite, le reste, ben, on voit que c'est quasiment donc 30%, c'est des subventions. Donc les subventions, elles sont de plusieurs types. Dans cet exemple-là, on voit qu'on a une subvention du département, de l'Isère. On a une subvention donc du CNSA. Le CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Pour la petite histoire, c'est notamment la caisse qui a été créée suite à la canicule de 2003 et qui a été donc au départ financée entre autres par la fameuse journée de solidarité lorsque donc, le gouvernement s'est saisi de la problématique donc, des personnes âgées dépendantes et donc de la nécessité de se lancer dans un plan ambitieux donc, de réalisation notamment d'EHPAD. On a également des subventions de la caisse de retraite dans cet exemple, la subvention de la métropole grenobloise et puis quelques subventions diverses. Un deuxième exemple pour illustrer donc la réalisation de ces habitats spécifiques, on a ici une résidence autonomie, donc la Dibona à Sassenage, dont le gestionnaire sera également la CPPA. Donc cette opération n'est pas encore livrée, elle est en cours de conception. Les travaux devraient démarrer donc d'ici la fin de cette année ou le début 2023. Cette résidence est composée donc de 70 logements qui représentent une capacité de 84 lits, puisque là-bas, on a des logements qui peuvent être occupés éventuellement par un couple, par deux personnes. Donc, c'est une capacité de 84 lits répartis sur 70 logements. Et on a un investissement total prévisionnel, là aussi, qui dépasse les 10 millions d'euros TTC. Donc, on voit aussi que, alors, on a des ratio un petit peu différent qu'un EHPAD, puisqu'on a moins de parties communes, on a des chambres qui sont plus grandes, donc on a plutôt des ratios de 150 000 euros par logement et 3 400 euros de mètre carré par surface habitable, ce qui est moins qu'un EHPAD, mais ce qui reste quand même supérieur à un logement familial classique. Au niveau du plan de financement prévisionnel de cette opération, donc les 10 millions d'euros, ils sont financés comment? Ben, on retrouve à peu près les mêmes proportions, même un petit peu supérieures en ce qui concerne donc, le financement par l'intermédiaire de prêts, donc portés par les bailleurs. On voit que là, ça représente 85%.
Donc, c'est des prêts, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on retrouve le même type d'emprunt. C'est assez classique sur ce type d'établissement. Principalement, c'est du prêt PLS, donc prêt locatif social. Donc, on voit que c'est un prêt social, en fait, hein, du logement locatif social. On est dans les mêmes mécanismes au niveau du prêt que le financement d'un logement familial. Stéphane y reviendra tout à l'heure. On a également un prêt phare, c'est des prêts spécifiques sur ce type d'établissement. Et ensuite, au-delà des prêts, ben, les 15% restants, c'est des subventions. On retrouve le département, on retrouve la caisse de retraite, la CARSAT ici, et également une subvention de la ville de Sassenage sur cet établissement-là. Donc, afin de couvrir ces investissements qui sont principalement portés par le bailleur, comme je disais, notamment au travers des prêts, eh ben, le gestionnaire va verser une redevance au bailleur durant toute la durée d'exploitation du bâtiment. Et c'est donc cette partie-là que va vous expliquer un peu plus dans le détail Stéphane. Oui, merci Samuel. Donc effectivement, hein, comme on l'évoquait déjà précédemment, le gestionnaire va verser une redevance au bailleur tout au long de l'exploitation du bâtiment et donc afin de couvrir l'investissement. Comme on l'a vu dans le plan de financement, la principale partie du financement porte sur des prêts. Donc cette redevance va intégrer les charges de remboursement et les annuités des emprunts liés aux prêts que le bailleur aura contractés. On va retrouver également dans cette redevance une autre composante qui est la participation pour couverture du renouvellement des composants, ce qu'on appelle la PCRC. C'est une sorte de réserve financière du gestionnaire qui sera là pour permettre de couvrir, comme son nom l'indique, le renouvellement de principaux composants du bâtiment. Ça portera essentiellement sur le clos et le couvert, mais euh, les autres intervenants y reviendront un peu plus en détail tout à l'heure. On retrouve aussi dans cette redevance les frais de gestion du bailleur et les différentes charges liées à l'opération. Donc, on aura les diverses assurances liées à la construction, la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc, une petite aparté là, comme évoqué Samuel précédemment, les prêts mobilisés pour ce type d'établissement sont le plus souvent des prêts PLS qui ouvrent droit à une exonération de la taxe foncière sur 25 ans. Donc cette spécificité est intégrée dans les calculs des redevances. Donc voilà, puis après on peut retrouver quelques autres frais annexes. Cette redevance, donc, elle est établie au moment de la fin d'opération. Elle va être actualisée annuellement tout au long de l'année selon les modalités qui auront été convenues dans la convention de gestion et d'occupation. Il faut juste avoir en tête ce qu'on évoque là sur la fin, c'est de dire que cette redevance, elle ne constitue qu'une partie du prix de journée qui va être facturé par le gestionnaire aux résidents. Parce que si on regarde les grandes composantes d'un prix de journée sur ces résidences, on a effectivement cette partie liée à la redevance que verse le gestionnaire au bailleur, mais on a aussi d'autres éléments comme la part liée à l'hébergement qui couvre les aspects des chambres, des services, des repas. Et puis quand on est en EHPAD, on retrouve également une part qui est liée aux soins liés à la dépendance et qui dépend donc du niveau d'autonomie des résidents. Juste pour vous donner un ordre de grandeur sur la diapositive suivante, les deux exemples qui ont été présentés précédemment, on peut voir que la redevance, elle représente à peu près 14 à 15 euros par jour et par lit. Si on ramène ça à un prix de journée moyen sur l'Isère pour un EHPAD qui est de l'ordre de 80 euros par jour et par chambre, on voit que la redevance versée au bailleur, cette composante-là du prix de journée, ne pèse que moins de 20% dans le prix de journée global d'un EHPAD. Voilà un petit peu les grands éléments de précision qu'on voulait vous apporter sur cet aspect de redevance. Merci beaucoup Samuel et Stéphane. On a un tout petit peu dépassé le temps, donc on peut répondre éventuellement à des questions. N'oubliez pas que vous avez le chat qui vous permet ça, même si j'ai vu que pour le moment le chat servait essentiellement pour le moment à gérer les questions d'images non disponibles à l'écran. Donc nous avons une question
Alors, donc nous avons une question sur la création de la branche qui nous dit: est-ce que la création de la 5e branche de la sécurité sociale prévoit une augmentation du financement de l'État de ces structures? Je pense que c'est un peu tôt pour y répondre, à moins que Samuel et Stéphane aient la réponse. Et puis également une question qui est: quel est le gain sur le coût de journée du fait que ce soit porté par un bailleur social? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre, ou est-ce qu'on approfondira les réponses? Moi, je peux. Alors sur la première, je m'engagerai pas dans une réponse. Effectivement, ça engagera l'État. Et enfin, moi personnellement, j'ai pas forcément d'informations confirmées sur ce sujet-là. Par rapport au gain, donc la deuxième question, hein, donc quel est le gain sur le coût journée du fait que ce soit porté par un bailleur social par rapport à un autre opérateur? Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le bailleur social ne va pas chercher à faire de marge sur une opération. Ce n'est pas une opération lucrative pour le bailleur. Le bailleur va simplement chercher à équilibrer son opération, va réaliser son opération à prix coûtant et va chercher donc un équilibre au travers de la redevance et du plan de financement qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui est très transparent entre guillemets entre le gestionnaire qui réalise son opération et puis avec l'aide du bailleur. Après, il y a d'autres questions. Si quelqu'un veut enchaîner, j'ai pas eu le temps de les lire. Alors, nous avons un certain nombre de questions qui vont peut-être… Alors, je vous propose quand même de passer à la deuxième partie parce qu'on est un tout petit peu en retard par rapport à l'horaire. Par contre, effectivement, nous avons énormément de questions qui arrivent, effectivement, et qui parlent alors des lieux d'implantation, d'une dimension de planification. Est-ce qu'on sait… voilà. Ce que je vous propose, c'est que nous répondions à ces questions dans un second temps, et voilà, et que nous passions à la deuxième partie de ce séminaire, de ce webinaire. Je voulais simplement préciser aussi, puisque Samuel a évoqué la question de la maîtrise d'ouvrage sur ce genre d'opérations, ce sont aussi des opérations qui sont tout à fait susceptibles de donner lieu à VEFA, et donc là aussi qui introduisent finalement dans leur relation un quatrième intervenant qui est aussi le promoteur, mais c'est… donc nous passons à cette deuxième partie qui est la question de la relation entre le gestionnaire et le bailleur social. Comme on l'a dit tout à l'heure, la spécificité finalement de ce type de structure, c'est qu'elles ne sont jamais gérées en direct par le bailleur social, donc elles sont confiées à un gestionnaire. Cette relation, elle commence très tôt, dès la conception, bien entendu, et ça a été rappelé tout à l'heure. Et c'est évidemment une relation qui a vocation à s'inscrire dans la durée, puisque ce sont des opérations qui vont durer longtemps. Donc, pour évoquer cette question de la relation gestionnaire-bailleur social, nous avons deux intervenants. Alors, deux intervenantes. Carole Pruvot, qui est directrice de l'habitat spécifique à Alpizère Habitat, et Brigitte Guardiola, qui est directrice régionale hors métropole de Lyon, de la CPPA. Alors la CPPA, on l'a vu apparaître dans des images précédentes pour illustrer justement l'action des bailleurs sociaux. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à ces deux personnes. J'espère que la connexion de Brigitte Guardiola s'est améliorée depuis tout à l'heure, mais nous allons tester en direct cette question. Très bien, merci Isabelle. Bonjour, donc je suis Carole Pruvot, directrice de l'habitat spécifique pour Alpizère Habitat. Donc suite aux présentations précédentes qui concernaient essentiellement le plan de financement et le montage global d'une opération spécifique, nous avons aussi à mettre en place par la suite une relation entre le gestionnaire de la résidence et le bailleur. Et cette relation va perdurer tout au long de la vie de la résidence et tout au long de la durée de la convention de location, notamment une fois la mise en service réalisée. Cette relation gestionnaire-bailleur, elle est encadrée par la convention de gestion et d'occupation,
qui a été validé très en amont dès le démarrage du projet. Le sujet principal va concerner en fait la prise en charge des travaux qui vont se révéler nécessaires tout au fil du temps de la vie de la résidence. Le bailleur, donc, lui, doit procéder aux grosses réparations et aux travaux d'entretien de l'immeuble, tels que définis par l'article 606 du Code civil. Travaux qu'il financera par une hausse de la redevance, si nécessaire, ou l'utilisation de la PCRC, donc participation pour couverture et remise en état des composants. Dès les premières négociations sur le projet, le gestionnaire et le bailleur définissent précisément, dans le cadre d'une grille d'entretien qui va être annexée à la convention de location, qui du propriétaire ou du gestionnaire effectuera les travaux et avec un impact sur le montant de la redevance éventuellement, ou notamment de la partie PCRC. Il est important, bien sûr, qu'on soit en concertation continuelle sur cette programmation de travaux. Et je vais laisser la parole à Madame Gardiola pour évoquer le point de vue du gestionnaire sur cette partie-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ça va. Oui. Bon, donc effectivement sur la partie gestionnaire, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est effectivement la programmation en concertation avec le bailleur sur les phasages des gros travaux et donc sur les plans pluriannuels en fonction de l'obsolescence des matériels. Ça, c'est vraiment une partie importante pour qu'on soit bien en phase avec le bailleur. Et puis, sur la partie qui incombe au gestionnaire, effectivement, toute la partie maintenance, toute la partie réparation, toute la partie maintenance préventive et curative en termes d'ascenseur par exemple, ou en termes de système de sécurité incendie, tout cela échoit à l'exploitant. Et donc, par contre, le changement de la remise aux normes et le changement d'un ascenseur complet, par exemple, ça échoit au bailleur. Donc, c'est important que cette convention règle bien la part des charges de chacun. Et qu'ensuite chacune des parties puisse les programmer dans le temps aussi, puisque quand le rythme des travaux s'accélère, c'est toujours compliqué de prioriser. Merci. La relation gestionnaire-bailleur après la livraison, donc l'entrée dans les lieux. Lors de la livraison, le bailleur s'engage à ce que le bâtiment respecte l'ensemble des règles de sécurité lui incombant et permette la mise en exploitation du foyer. L'état des lieux donc consigne l'état des locaux et de ses équipements, traditionnellement, comme tout état des lieux, précise les imperfections constatées, notamment sur les parties immobilières, mais aussi sur les installations et équipements annexes, tels que les appareillages sanitaires, les autres matériels ou mobilier d'équipement. En ce qui concerne les anomalies cachées ou les anomalies de fonctionnement suite à la mise en service, il peut y avoir des anomalies non constatées et bien sûr, nous avons encore un délai de 20 jours pour pointer ces dysfonctionnements et y remédier. Pour les programmes neufs et les restructurations lourdes, durant l'année de garantie de parfait achèvement, donc le propriétaire bailleur va prendre en compte ces dysfonctionnements et accompagner le gestionnaire, bien sûr, pour la prise en compte de ces dysfonctionnements. Nous avons aussi besoin du gestionnaire pour accéder au lieu, puisque nous intervenons dès lors en milieu occupé et il est important pour nous de déranger le moins possible les occupants, d'où l'importance d'avoir ce lien avec le gestionnaire et notamment le personnel sur place. Madame Gardiola aussi va intervenir sur cette partie-là. Oui, alors pour répondre à quelques questions qui sont dans le chat, effectivement, la CPEPA est un gestionnaire associatif et je reboucle avec la question de tout à l'heure sur l'importance et la plus-value d'avoir un bailleur social. La plus-value d'avoir un bailleur social, c'est que le loyer s'en trouve fortement diminué pour les exploitants qui doivent eux aussi gérer au mieux et équilibrer leurs comptes. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes associatifs et nous passons toujours avec des bailleurs sociaux, nous travaillons toujours avec des bailleurs sociaux. Sur la partie entrée dans les lieux, effectivement, la relation gestionnaire-bailleur est importante car c'est le gestionnaire qui est dans l'exploitation et qui va, durant la première année, puis durant les 10 années qui vont suivre, sur la garantie décennale, suivre tout d'abord les garanties de parfait achèvement en première année et trouver tous les
tous les vices ou tous les désordres liés à la construction. Et ensuite, tous les désordres liés à la garantie de parfait achèvement de l'établissement. Donc, c'est le gestionnaire qui est toujours en première ligne et qui va devoir faire le lien entre le bailleur de son suivi et le constructeur qui est de sa responsabilité. Donc la relation là, dans ce triangle-là, est importante et le bailleur et le gestionnaire doivent être en parfaite confiance et connaissance des dossiers mutuels. Merci. Donc la relation gestionnaire-bailleur va continuer avec une prise en charge des besoins au fil du temps. Nous allons notamment nous engager à réaliser des travaux de mise aux normes, de restructuration et d'amélioration en lien avec la réglementation. Et la répartition des obligations est à chaque fois définie dès le projet. La PCRC, participation pour couverture et renouvellement des composants, est une enveloppe financière qui est utilisée pour le maintien du bon état technique du bâtiment, mais elle est insuffisante en cas de travaux de requalification et de travaux de réhabilitation, et le recours à de nouveaux emprunts peut être nécessaire et elle va impliquer du coup un ajustement de la redevance en conséquence. Donc c'est le plus souvent le propriétaire qui a recours à ces emprunts et qui va du coup négocier pour impacter la redevance en conséquence. Le bailleur peut aussi accompagner le gestionnaire en proposant la mise à disposition de son personnel et de ses compétences pour la réalisation d'études préalables avant travaux et la conduite de ces opérations de réhabilitation. Enfin, des liens réguliers sont tissés aussi avec les gestionnaires, notamment lors d'une rencontre annuelle sur site qui permet de partager les informations, coordonner les interventions techniques si nécessaire et aborder aussi les questions juridiques et administratives tout au long de cette convention de location. Ce temps d'échange est important. Il permet aussi d'objectiver d'un point de vue social les difficultés rencontrées par le gestionnaire, les questions plus techniques qui concernent le bon fonctionnement de la résidence et aussi d'apporter nos conseils en matière de prévention des risques et notamment tout ce qui est en lien avec la sécurité. Alors, concernant les travaux de restructuration et d'amélioration, tous les gestionnaires n'ont pas des services, on va dire, experts en patrimoine. Donc, c'est important de pouvoir aussi s'appuyer sur le bailleur et sur ses expertises, sur également les études préalables afin de limiter les éventuels recours à des emprunts, puisque ces emprunts auront automatiquement un retentissement sur le loyer de la résidence. La rencontre annuelle aussi permet pour chaque partie d'aborder les questions juridiques. Parfois, il peut y avoir des questions de limite de propriété, des questions de responsabilité, des questions de voisinage ou de parcelles qui peuvent être communes. Donc, c'est important que, et parfois avec le même bailleur, et parfois avec un autre bailleur. Donc, il est important que chacun mette bien ses compétences juridiques et administratives au service de ces réflexions sur les gros travaux de restructuration ou d'amélioration, ou certains qui sont même obligatoires et réglementaires et qui ont un impact sur l'équilibre financier du gestionnaire. Pour répondre à vos questions aussi dans le chat, il existe aussi bien sûr des projets ruraux, bien évidemment. Nous en gérons un certain nombre. Et les projets effectivement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou résidences autonomie sont soumis à des autorisations et des appels à projets. Et donc là, j'ai envie de dire que c'est aux politiques de monter aussi au créneau pour voir arriver et faire sortir de terre des projets. Et il faut être un peu tenace, car les deniers publics sont rares et seront de plus en plus rares. Voilà, nous avons terminé notre présentation. Merci beaucoup, Carole, et merci, Brigitte. Alors, beaucoup de questions sont arrivées et compte tenu de l'horaire, je crois qu'il va être difficile d'y répondre en séance, mais
je m'efforcerai d'apporter des réponses dans cette conclusion. Je me tourne vers Gaël pour savoir si est-ce qu'il y a Oui, une question qui, à ton sens, mériterait une réponse en séance. Oui, bonjour. Il y a plusieurs questions qui ont eu une réponse soit par le chat, soit par Brigitte Gardiola, et je la remercie. Il restait peut-être un point sur la redevance et les prix de chambre en résidence autonomie. Comment ça s'adapte entre les deux? Et puis, les objectifs, est-ce qu'il y a des objectifs fixés par les pouvoirs publics sur des nouveaux lits pour les années à venir? Je pense que sinon, on a fait le tour. Ah oui, non, il y avait une question que je n'ai sur laquelle on pourrait revenir aussi. C'est pourquoi, une question un peu polémique sur les choix des bailleurs de réhabilitation. Est-ce qu'ils attendent vraiment le dernier moment et que sur les EHPAD, ce soit très dégradé avant d'intervenir? Ça, je pense que ce serait bien d'y répondre en séance. Alors peut-être quelques éléments de réponse sur cette question-là. On est effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément la même approche du patrimoine existant qui a été construit dans les années antérieures et puis celui qu'on est en train de faire maintenant. Et souvent dans les années qui ont précédé, les dispositions financières, et notamment pour couvrir les besoins en réhabilitation, n'ont pas toujours été prises. Et donc, c'est vrai que dans cette réhabilitation-là, dans cette requalification des logements, on se heurte parfois à une vraie difficulté qui est d'ordre financier, parce que ça passe par effectivement un ajustement de la redevance, parce que ça passe par une PCRC, ce terme a été évoqué, pour assurer l'entretien, et donc ça passe aussi par un dialogue du coup entre le gestionnaire et le propriétaire pour savoir qui va faire, à la charge de qui, comment on va ajuster les prix, et notamment celui de la redevance. Est-ce que ça a été prévu dans la convention d'origine? Il y a une époque où pratiquement les PCRC ont été supprimés, donc où les propriétaires ont du mal à voir comment on va financer ces travaux-là. Donc, je dois dire que c'est effectivement parfois une difficulté qu'on s'efforce maintenant vraiment d'anticiper dans les nouvelles conventions avec le gestionnaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Et en effet, il y a parfois une difficulté supplémentaire à intervenir sur la requalification d'un bâtiment un peu ancien, simplement pour des raisons financières. Quelques mots peut-être pour la conclusion, puisque c'est l'heure, et je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y aurait une deuxième partie de ce webinaire et qui portera plus justement sur les services et sur le patrimoine existant, donc le 1er juin, notez ça dans vos agendas. Peut-être 4 points que je voudrais aborder en conclusion. D'abord, et là ça a été souligné à plusieurs reprises, l'importance de la non-lucrativité pour les bailleurs sociaux, et là je fais référence un peu aux événements actuels et à l'actualité très récente. La question de la lucrativité est un vrai problème, puisque effectivement ça peut donner lieu à des pratiques qui sont relativement contestables. La non-lucrativité, c'est ce qui permet en tout cas de tenir des prix raisonnables, et c'est ce qui garantit que la maîtrise publique a un véritable intérêt en matière de logement des personnes âgées, notamment en résidence. Voilà, donc sans insister sur cette question, je rappelle que la redevance, elle couvre à l'euro près le montant des annuités que les bailleurs, pour les emprunts que les bailleurs souscrivent à l'occasion de ces opérations, et donc pas un euro de plus, à part évidemment les frais de gestion de l'opération. La deuxième question, c'est de dire que ce sont des démarches qui s'inscrivent dans la durée, et donc l'importance de la bonne relation avec le gestionnaire, qu'elle doit à la fois anticiper les problèmes futurs qui peuvent se poser. On a parlé de requalification, de réhabilitation, de changement de composantes. C'est des questions qu'il faut prévoir dès le départ, et donc s'appuyer sur un gestionnaire solide
En effet, il y a beaucoup de questions sur les gestionnaires et donc on s'efforcera aussi d'y répondre après ce webinaire. La troisième question qui a été posée, c'est une vocation à s'inscrire dans tous les territoires et justement pour coller le mieux possible aux besoins du territoire. On a évidemment des besoins en milieu urbain, proche de l'offre médicale, proche des transports pour les personnes qui sont encore en autonomie. On a également des besoins dans les territoires plus ruraux. Et là, pour parler d'Alpizer Habitat, la satisfaction, même si ça a pris beaucoup de temps, par exemple, d'avoir pu réaliser une MARPA, donc à Pierre-Châtel, qui montre bien que dans tous les territoires, on a vocation à répondre et en tout cas que ces créations doivent vraiment rencontrer d'un côté un besoin et de l'autre côté un projet et des personnes prêtes à l'appuyer. Et j'en viens justement à la question qui est centrale et c'est le quatrième point du partenariat. Qui est un sujet très important, puisqu'on a vu que ça reposait sur une relation entre un bailleur et un gestionnaire, mais surtout une relation avec un territoire, la collectivité locale qui va accueillir l'établissement, et puis le département, bien entendu, dont c'est la compétence en matière de personnes âgées. Et c'est ce partenariat-là qui va faire que le projet il va voir le jour et qui va fonctionner dans la durée ou ne pas fonctionner. Et puis si j'avais un souhait à émettre, ça serait justement, puisqu'on est dans des questions qui doivent durer, qui doivent s'efforcer de répondre à tous les besoins du territoire, c'est peut-être qu'il y a encore une meilleure planification de ces interventions. Ça a été posé dans les questions et donc qu'on puisse avoir une visibilité sur les lieux d'implantation souhaités, sur le type de structure souhaitée, puisque quand on parle résidence personnes âgées, on parle de différents produits. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à remercier évidemment l'ensemble des intervenants et l'ensemble des participants, puisque vous avez été nombreux et que vous avez bien contribué à la connaissance au travers des questions que vous avez posées. Donc, rendez-vous le 1er juin 2022 à 8h30 pour la partie 2, bien vieillir en logement social.